Bonjour Echo. Bonjour Mary, bonjour à tous. Une vidéo quelque peu différente aujourd'hui, qui va nous éloigner de l'univers du Trône de Fer, notre terrain de prédilection, puisque nous allons parler de la nouvelle série proposée par Amazon Prime, Les Anneaux de Pouvoir, et nous avons attendu d'être à la moitié de la première saison pour commencer à en parler à notre aise. Alors oui, nous faisons partie de ceux qui apprécient la série. Chaque épisode apporte son lot de surprises, car si Amazon dans le contrat passé avec les héritiers de Tolkien n'a pas le droit de modifier ce qui a été écrit par l'auteur, il a en revanche la possibilité d'interpréter la multitude de notes et d'appendices laissés par Tolkien lui-même, et aussi le droit d'intégrer de nouveaux personnages dans sa narration, tant que cela n'entre pas en conflit avec ce qu'a écrit l'auteur. Ce qui nous amène au sentiment que la série nous donne de manière générale. C'est ample, c'est généreux, la CGI est grandiose. Et cela suit un rythme qui, s'il peut parfois nous surprendre, nous embarque toujours avec une grande facilité dans les contrées de la Terre du Milieu. Cela a été clairement construit comme un premier film de 8 heures qui cherche de toute évidence à attirer de nouveaux publics vers l'univers de la fantasy et c'est prévu pour s'étendre sur 5 saisons. Avant de décortiquer l'intrigue et proposer certaines théories, parlons de ce qui nous a plu et moins plu dans la série jusqu'à présent. Tout d'abord, le générique basé sur la résonance des sons sur la matière, c'est vraiment très bien pensé, car c'est autant un rappel à la création du monde, Arda par Eru Ilúvatar et le chant cosmique des Ainur, qu'à la future création des anneaux par Celebrimbor, ou encore le chant des différents peuples de la Terre du Milieu. On a adoré. La musique est bien ancrée avec les images. Bear McCreary, le compositeur, semble plus à l'aise avec certains thèmes comme ceux des pieds velus, mais l'ensemble est agréable et parfois même envoûtant lorsque les notes versent dans le plus sombre. Il n'y a rien à redire sur la réalisation, la colorimétrie et la lumière. Toute la partie technique est parfaitement maîtrisée. Visuellement, c'est la série qui aujourd'hui est la plus époustouflante. Nous avons beaucoup apprécié les 10 premières minutes qui posent un contexte déjà riche d'un passé qui donne envie d'en apprendre plus sur les événements historiques qui précèdent la série. Malgré certains stretches temporels, l'histoire est intéressante à suivre et à chaque fin d'épisode, nous avons hâte de voir la suite, ce qui, après tout, est le propre d'une série réussie. Il y a une certaine logique pour nous amener d'un point A à un point B dans un rythme déterminé. Nous verrons bien où cela nous mènera. Les dialogues sont certainement le point le plus faible de la série jusqu'à présent. C'est du Tolkien, et cela devrait donc se faire davantage entendre dans les lignes de texte des uns et des autres, sans pour autant tomber dans un style lourd et ampoulé. Ce serait vraiment bien de relever un peu le niveau la saison prochaine, car le déferlement des images plus belles les unes que les autres ne doit pas faire oublier l'importance du support scénaristique qui doit lui-même s'appuyer sur des dialogues de qualité. Ce n'est pas si simple de parler de l'univers de Tolkien, car tout y est à des niveaux rarement égalés et s'étend sur de nombreux millénaires. Une difficulté permanente pour une série qui se veut différente des adaptations précédentes. Le rythme est définitivement exécuté pour nous imprégner de la richesse de l'univers et des enjeux qui se mettent en place progressivement. Chez Tolkien, rien n'arrive brutalement. Le mal prend ses racines, lentement, dans le passé le plus lointain, celui que l'on a tendance à oublier avec le temps. La totalité de la série va se dérouler sur 5 saisons, une 50aine d'heures au total. Il y a beaucoup à venir et nous parions sur une intéressante montée en puissance. Il va falloir se montrer patient dans nos attentes, car nous n'en verrons qu'une fraction dans cette première saison. Le premier épisode commence par un flashback. La destruction des arbres du Valinor, Telperion et Laurelin, les actes maléfiques de Morgoth et ses conséquences, la fuite des Noldor, le clan de Galadriel et son frère Finrod, les guerres du Beleriand, puis la montée en puissance de son lieutenant, Sauron. Galadriel est rapidement dépeinte comme une combattante dans une longue quête qui relève autant de la vengeance que de l'éradication obsessionnelle des forces du mal. Ses cicatrices sont toujours vivaces et rien pour le moment ne peut détourner son attention de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, la réalité du mal tapie dans l'ombre. Beaucoup ont critiqué cette approche qui pourtant n'entre pas vraiment en conflit avec ce qu'elle est dans les écrits de Tolkien. Son arc narratif s'étend sur tous les âges de la saga, ce qui représente plusieurs milliers d'années. De surcroît, cette interprétation a le grand avantage de nous montrer l'évolution de son personnage, car rien n'est lisse et parfait chez les elfes, et leurs trajectoires n'ont rien de totalement prédéfini. Ils sont certes les enfants préférés des dieux,
mais certains se sont laissés corrompre par Morgoth, et d'autres, comme Féanor, l'oncle de Galadriel, ont autrefois commis des actes odieux que les dieux ont punis par l'exil. Ceux qui ont lu le Silmarillion ou les contes et légendes inachevés connaissent toute la diversité et la complexité des elfes. Mais la trilogie du Seigneur des Anneaux n'en a donné qu'une image partielle. En cela, les Anneaux de pouvoir marquent la fin d'un fantasme, celui de l'elfe presque parfait, empreint de sagesse et de clairvoyance, pour nous montrer au contraire l'évolution de personnages plus nuancés dans ce qui est l'essence même de la saga, le combat entre le bien et le mal, et surtout l'amitié et l'importance des petites zones grises, ces grains de sable qui vont déterminer l'avenir de chacun. À la fin du deuxième âge, celui dont parle la série, Galadriel n'est en rien la créature éthérée et la puissante sorcière que nous avons rencontrée dans Le Seigneur des Anneaux. Dans les âges précédents, les mots que Tolkien utilise le plus à son sujet sont orgueil, puis fierté et détermination. Forte de corps et d'esprit, telle est la description qui en est faite par l'auteur. La série a échangé son puissant désir de régner sur ses propres terres contre une quête de vengeance et une obsession à éradiquer les racines du mal. Son entrée manquée au Valinor est marquée autant par le regret que le désir profond de ne pas abandonner sa quête, quoi qu'il en coûte. Ce qui peut être une pente dangereuse pour un elfe. Elle va devoir changer sa trajectoire, le tout est de savoir à quel moment de l'histoire. Sans doute lorsqu'elle sera confrontée à Sauron et donc à son propre aveuglement. Ce sera certainement un tournant décisif dans son arc narratif. Il n'en va pas tout à fait de même pour Elrond. Diplomate, prudent, rusé, il semble chercher sa place dans une société elfique très hiérarchisée. Et il n'est pas encore le puissant seigneur que l'on verra au troisième âge, mais il est déjà celui qui aura un rôle déterminant dans les luttes à venir. En ce qui concerne Gil-galad, l'acteur est parfait dans le rôle d'un roi elfe. Distant, supérieur, un politicien rusé qui place ses pièces sur un échiquier ambigu. Il se débarrasse de Galadriel en la faisant s'embarquer pour le Valinor. Il envoie Elrond dans une quête ambitieuse. Il est aussi celui qui a un lien privilégié avec les Valar. Il cherche à infléchir la suite des événements, car il semble avoir eu accès à une vision dans laquelle la présence de Galadriel en Terre du Milieu risquait d'accélérer le retour du mal. Le légendaire Celebrimbor, petit-fils de Féanor, nous apparaît lui aussi comme ambitieux, mais également fragile par son désir de se montrer à la hauteur de son ancêtre, qui a créé les légendaires Silmarils, les pierres de lumière. C'est un personnage clé dans un destin encore incertain. Quant à Arondir, s'il n'est pas un personnage issu de la littérature de Tolkien, il n'en est pas moins la personnification du héros elfique par excellence. Dans son rôle de soldat, même s'il voit les défauts chez autrui, il préfère quand même voir surtout ce qui est potentiellement bon. C'est un combattant, mais son réflexe premier est d'aider quiconque en a besoin. Son discours est empreint du mot guérison, celle du corps et de l'âme. Ce qui est aussi le revers de sa médaille, car les orques ont bien avancé dans la région qu'il est chargé de surveiller, et lui-même, comme ses compagnons d'armes, n'ont rien vu venir. Un excès de confiance ou une manœuvre particulièrement réussie de Hadar et des orques? Les Pieds Velus sont, après les elfes, le deuxième peuple que nous rencontrons en Terre du Milieu. Ce ne sont pas des hobbits, et de toute évidence, leurs ancêtres, nomades, souhaitant n'avoir affaire à personne, entièrement tournés vers leur propre survie. Si les elfes s'occupent des arbres et les hommes de leurs champs, les Pieds Velus n'ont pas ce genre de préoccupation. Ils portent déjà en eux cette indifférence que l'on retrouvera plus tard chez les hobbits. Leur esprit de communauté a ses limites. Gare à ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme de la tribu dans ses migrations, qui semble être rythmé par un vieux livre que possède le chef du clan, Sadok, rempli de cartes stellaires et de symboles réalistes, comme des chasseurs, des loups et autres signes de la nature. Nous espérons vraiment en savoir plus sur le livre en question. De l'indifférence, il n'y en a pas du tout avec Nori qui se révèle rapidement comme un des personnages les plus attachants de la série. Elle possède le courage de Frodon, l'espièglerie de Pipin et Merry, et l'esprit d'aventure d'un certain Bilbo. Tout cela est décrit subtilement, par petites touches, et l'actrice est épatante dans son rôle plein de fraîcheur et de spontanéité. Quant à Poppy, sa meilleure amie, qui n'est pas sans nous rappeler Sam Gamgee et son immense générosité, il nous faudra attendre la fin du 3e épisode pour comprendre à travers son personnage, son drame familial, sa solitude, et ce que veut dire endurer d'être à la fin d'un convoi chez les Pieds Velus. Il est temps de parler de celui qu'on appelle l'étranger. 6 scènes et 5 points de vue différents
nous montre une météorite qui tombe du ciel, à l'instant même où Galadriel quitte le navire aux portes du Valinor. Le météore est d'abord aperçu par Gil-galad, puis Elrond et Celebrimbor, qui se trouvent être ceux le plus à l'ouest en Terre du Milieu. Le météore suit sa course, et il est alors aperçu par Arondir et Bronwyn, plus au sud, puis par les Ents, les arbres millénaires, et enfin par Nori, qui se trouve à proximité de sa chute. Les premiers signes qui nous apparaissent alors semblent être négatifs à souhait. La noirceur qui envahit la feuille que tient Gil-galad, la cheville tordue du père de Nori, les flammes qui ne brûlent pas et le symbole que semblent dessiner les restes de météorites, cela nous semble être des fausses pistes. Et Nori, qui s'empresse d'aider ce voyageur des étoiles, qui ressent l'importance de cette rencontre inattendue, nous pousse à croire qu'il s'agit soit d'un magicien bleu, soit de Gandalf, le magicien gris. L'étranger regarde les étoiles. Il cherche une direction ou un message. Ses objectifs semblent aussi confus que le personnage lui-même. Son regard, tourné vers le haut, nous laisse vraiment penser qu'il s'agit d'un personnage positif, car le plus souvent, les forces du mal sont davantage intéressées par les entrailles de la Terre. Il est possible que ce soit un magicien bleu, mais lequel ? Selon Tolkien, le Vala Oromé envoie au deuxième âge de la Terre du Milieu 2 Istari, Alatar et Palando, les 2 magiciens bleus. Seulement voilà, il a écrit 2 versions de cette histoire. La première raconte qu'ils ont aidé les hommes de l'Est à résister contre Sauron, et la seconde décrit qu'ils se sont éloignés de leur tâche première pour créer leur propre culte, basé sur leur grande connaissance de la magie. L'étranger pourrait éventuellement être l'un d'eux. Cependant, une certaine gestuelle de l'étranger nous fait également penser à Gandalf. Sa silhouette, sa capacité à parler aux lucioles, ses colères. Cela pourrait donc aussi être Gandalf, car la série n'hésite pas à faire certaines contractions temporelles afin de rendre les tranches de vie de certains personnages compatibles entre elles. Mais théoriquement, Gandalf n'apparaît qu'au 3e âge, et nous n'y sommes pas encore. Idem pour Radagast, le magicien brun, et Saruman, le premier magicien blanc. Cela ne peut pas être Sauron, car il est censé être déjà présent en Terre du Milieu. En tous les cas, pour l'instant, l'étranger semble perdu et maladroit. Il provoque la mort des Lucioles, brûle 2 cartes stellaires que Nori a dérobées à Sadok. Il a un rapport problématique avec le feu, un élément qu'il a du mal à maîtriser en toute occasion. Mais pour combien de temps ? Sans prétendre que l'étranger est la cause directe de la blessure du père de Nori, nous pensons que c'est un des éléments clés de l'histoire des Pieds Velus. Car cette blessure, qui va handicaper toute la famille, incluant Poppy, qui ne se résout pas à les abandonner, va lier le destin des 2 familles et sans doute provoquer une errance qui conduira peut-être toute la tribu vers la sédentarisation. Quoi qu'il en soit, ce qui se prépare au sud, les guerres à venir, ne sont définitivement pas une bonne chose pour les nomades qui vont et qui viennent en Terre du Milieu. Voir Khazad-dûm au fait de sa gloire est extraordinaire. Tout un écosystème sous une montagne, toute une civilisation à l'abri des regards dans lesquels nous découvrons enfin les femmes nains avec un caractère trempé dans le meilleur des aciers. Disa, l'épouse de Durin IV, partage avec nous les us et coutumes de son peuple et nous fait découvrir la subtilité de leur vie, de leur chant et de leur rapport à la pierre. Les reproches de Durin envers Elrond sonnent justes. 20 années, une vie pour un nain, un battement de cils pour un elfe. Hélas, nous voyons déjà s'approcher la fin de cette prospérité et le début de la fin pour Khazad-dûm, car la découverte du mithril dans les profondeurs des mines va également provoquer le réveil d'un Balrog, un serviteur des Valar, mais corrompu par le mal. Quant à la fascination d'Elrond pour le mithril, elle est presque inquiétante. Il n'est pas certain que son serment soit tenable, car ce minerai est rare et va certainement se révéler un élément capital dans les enjeux à venir. Un grand nombre d'artefacts importants en Terre du Milieu sont composés de mithril. Lorsque nous rencontrons les hommes du Sud dans le village de Tir Arad, on mesure à quel point la différence d'évolution est flagrante. Certes, ils cultivent des champs et font de l'élevage, mais tout ce qui les entoure n'est que délabrement et laissé aller. Il n'y a ni rire ni chaleur. Les habitations sont rudimentaires et peu accueillantes. Tous semblent indifférents, hostiles ou accablés, et n'hésitent pas à porter le blâme sur les elfes chargés de surveiller les lieux, anciens repères il y a longtemps des partisans de Morgoth. On y fait la connaissance de Bronwyn, qui fait office de guérisseuse, et de son fils Théo, un adolescent grincheux et téméraire, qui a par hasard découvert une étrange épée sortie tout droit des anciennes guerres et marquée du sceau de Sauron l'infâme.
Le même symbole que celui gravé dans la chair de Finrod, le frère de Galadriel, le même symbole que celui trouvé dans les salles de torture de la forteresse de Faradweed tout au nord, un symbole qui se révèle être un lieu géographique bien précis, celui du Mordor. Quant à Théo, celui qui est en quête de père, mais trouve une épée maléfique avide de sang, on peut se demander si c'est vraiment le hasard qui les réunit. Son destin a toutes les chances de prendre une tournure tragique, mais nous espérons malgré tout que son âge va jouer en sa faveur. Après tout, comme l'a murmuré Finrod à sa sœur Galadriel, il faut avoir côtoyé les ténèbres pour reconnaître la lumière et discerner le bien du mal. Les habitants des terres du Sud n'ont pas conscience de la poudrière sur laquelle ils résident tous, car les orques sont déjà là, tapis dans des galeries monstrueuses et sans fin, qui leur permettent d'aller et venir dans l'ombre tout en échappant au regard de tous, sauf du tavernier du village, Valdreg, qui attend tout cela avec impatience, prêt à rejoindre son ancien maître au premier signal, car les événements commencent à se précipiter bien au-delà des craintes de Galadriel. La variable inconnue avec les hommes, c'est de savoir combien d'entre eux sont encore en phase avec le culte de Morgoth. Les orques sont toujours aussi effrayants. La bonne surprise, c'est qu'ils ont l'air moins stupides que ceux du Seigneur des Anneaux. Certes, ils sont inféodés à Hadar, et ça, c'est vraiment intéressant. Ce sont aussi des créatures rusées et volontaires. Mais nous parlerons de Hadar, l'elfe corrompu que les orques appellent père, et de Numénor dans une prochaine vidéo, car il y a vraiment beaucoup à dire. Enfin, nous avons volontairement mis le personnage de Halbrand à part et à côté, car c'est avec lui que nous allons conclure. Halbrand, que Galadriel prend rapidement pour un roi du Sud, n'est certainement pas un roi des hommes, car les hommes du Sud n'ont pas de roi depuis les temps lointains de Morgoth. Celui qui se trouve à des milliers de kilomètres des terres du Sud pour soi-disant fuir, mais fuir quoi exactement? Celui qui survit au milieu de nulle part, en sacrifiant les autres naufragés sans le moindre remords, celui qui sauve Galadriel de façon si opportune, a bien plus d'un visage, et chacune de ses paroles est à double sens. N'est-il pas le premier à dire que les apparences sont trompeuses? L'image de la feuille qui se noircit dans la main de Gil-galad au moment où la météorite passe dans le ciel dans le premier épisode n'est peut-être pas liée à l'étranger en particulier, mais à une conjonction d'événements simultanés. Le refus de Galadriel d'entrer au Valinor, la présence d'Halbrand dans ces parages et l'envoi d'un Istar par les Valar. Une fois arrivé à Numénor, ce qui n'est certainement pas une coïncidence non plus, il est tantôt un diplomate habile, tantôt un combattant vindicatif. Même son intérêt précipité pour les forges de la guilde semble suspect, et lorsque placé dans les geôles de la ville, il susurre habilement aux oreilles de Galadriel ce qu'elle pourrait obtenir par la peur, pour susurrer ensuite aux oreilles de l'ambitieux chancelier Pharazôn ce qu'il veut entendre et obtenir ainsi sa libération. Et sous les regards effarés de Myriel et d'Elendil, les feuilles de Nimlot, l'arbre blanc, tombent. Le doute subsiste encore et toujours. La série ne nous montrera sans doute pas avant la fin de la saison qui est vraiment qui. Disons simplement qu'Halbrand tient une place prometteuse parmi les suspects. Seigneur du Sud au passé sombre et douteux, ou seigneur des ténèbres aux objectifs soigneusement dissimulés? Nous cherchons encore ses motivations à court terme.